Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens tous à vous remercier pour vos soutiens, vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait extrêmement plaisir, on est presque 14 000 sur la chaîne, c'est exceptionnel, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Et on a gagné beaucoup d'abonnés en un an. Donc ça me fait extrêmement plaisir et en cela un grand merci à tous. J'en profite aussi pour vous dire que je change de matériel audio. Je passe à un Rode NT1 plus une carte son. Donc je vais un petit peu faire des réglages, tout ça, sur les jours et voire dans les 2 semaines à venir. Donc la prochaine vidéo, ce sera avec le nouveau matériel audio. Je prépare aussi un documentaire, enfin pas mal de choses qui sont en cours d'écriture. Donc je vais pouvoir un petit peu avancer pendant les fêtes. Et afin de clôturer cette année, je vous propose une dernière et courte vidéo d'histoire sur la Tsar Bomba. Et je vous souhaite à tous aussi de joyeuses fêtes. Allez, c'est parti. Nous sommes le 1er mars 1954, sur l'atoll de Bikini. Un champignon atomique s'élève vers les cieux. La colonne atteint les 50 km de hauteur, tandis qu'une boule de feu d'un diamètre de 4,14 km, ou 7,2 selon d'autres sources, ravage tout sur son passage. Dans le cadre de l'opération Castle, les États-Unis viennent de tester Castle Bravo, la bombe H la plus puissante de leur histoire, avec un rendement de 15 mégatonnes. Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, goûte assez peu à cette démonstration de force et il met fin au moratoire en vigueur entre les différentes puissances atomiques en demandant au physicien nucléaire Yuri Borissovitch Khariton, désolé si j'ai écorché son nom, je vous mets le nom sur l'écran, qui est le concepteur en chef des armes nucléaires, de mettre au point une bombe à hydrogène d'un rendement de 100 mégatonnes. En 1961, une équipe de 5 physiciens, Yuri Borissovitch étant décédé, travaille sur une bombe fission-fusion-fission, FFF, à 3 étages. Dite type Telar-Ulam, elle est composée d'un étage primaire, d'un secondaire et d'un étage supplémentaire destiné à produire une arme beaucoup plus puissante si nécessaire. Toutefois, le rendement de 100 mégatonnes est jugé trop important pour un essai et la décision est prise de remplacer la charge d'uranium du 3e étage par du plomb et donc de fabriquer une simple bombe fission-fusion dont la puissance est bridée, si je puis dire, à 50 mégatonnes. Néanmoins, l'engin pose encore quelques soucis. Ainsi, elle est trop grosse pour le plus massif des bombardiers soviétiques. Elle mesure 27 tonnes sur 8 mètres de long et 2 mètres de large. Les physiciens estiment que dans l'état, l'équipage de l'avion porteur n'a que 188 secondes pour s'éloigner du point d'impact et n'a aucune chance de survivre à l'onde de choc produite par la déflagration. Le premier problème est réglé en découpant le dessous d'un bombardier lourd à long rayon d'action Tupolev Tu-95 qui est aussi débarrassé de ses réservoirs internes pour gagner de la place. Ensuite, la chute de la bombe doit être freinée par des parachutes pour donner le temps aux pilotes de mettre le maximum de distance entre eux et l'arme. Enfin, l'appareil est aussi recouvert d'une peinture spéciale blanche qui est destinée à réfléchir autant que faire se peut l'énorme quantité de chaleur générée par l'explosion de celle qui est maintenant désignée RDS-202. Le 30 octobre 1961, l'eslai de sa bombe est accompagné d'un bombardier Tupolev Tu-16A transformé en avion laboratoire, un Tupolev Tu-95 décolle de la base de la marine soviétique d'Oleyan située dans la péninsule de Kola à 92 km au sud de Mourmansk. Le bombardier prend alors la direction de l'archipel de la Nouvelle-Zambie dans l'océan Arctique russe, zone interdite entièrement dédiée aux expérimentations nucléaires, plus précisément vers le site C, situé au cap de Sukhoï-Nos, au nord du détroit de Matochkin. Arrivé à une altitude de 10 500 mètres, voire 13 000 mètres selon d'autres sources, le Tupolev Tu-95 largue sa RDS-202 qui explose comme prévu en atteignant les 4000 mètres. Et c'est ainsi que l'apocalypse se déchaîne. Une boule de feu nucléaire de 5,16 km de diamètre, d'autres informations parlent de plus de 7 km, vaporise tout sur son passage. Au point zéro, le terrain est littéralement vitrifié
et l'onde de choc est si puissante qu'elle souffle l'air sous le bombardier qui n'est rattrapé que de justesse par son équipage après avoir plongé sur 1 km ou 10 km selon d'autres sources. L'éclair de l'explosion est observé jusqu'à 700 km du point d'impact et le champignon atomique s'élève à une altitude de 64 km avec un diamètre de 30 à 40 km. Tout n'est que ruine dans un rayon de 9 km et d'importantes destructions sont enregistrées jusqu'à 20 km, tandis que le souffle fait encore des dégâts sur les habitations et autres infrastructures dans une proportion moindre dans un rayon de 54,3 km. Enfin, le rayonnement thermique provoque des brûlures au 3e degré jusqu'à une distance de 60 km. La Tsar Bomba, nom donné par les Américains, marque l'aboutissement ultime d'une série d'armes thermonucléaires à haut rendement conçues par l'Union soviétique. Réponse russe à Castle Bravo, elle reste à ce jour la plus puissante bombe à avoir explosé. Son pouvoir de destruction est évalué par les Occidentaux à non pas 50, mais 57 mégatonnes. Face à cette démonstration de puissance, les États-Unis ne se lancent pas dans une surenchère à la puissance. Mais il est vrai que Castle Bravo avait déjà été considéré comme une catastrophe écologique en irradiant de nombreuses personnes. D'un point de vue théorique, il est possible de calculer les effets de l'utilisation d'une Tsar Bomba de 100 mégatonnes sur une grande métropole. Avec une explosion à 14 km d'altitude, tout est anéanti dans un rayon de 7 km. Jusqu'à 32,6 km, la plupart des bâtiments s'effondrent, tous les êtres vivants sont blessés et les décès seront nombreux. Tandis que le rayonnement thermique provoque des brûlures au 3e degré jusqu'à une distance de 74 km, l'onde de choc se développe sur plus de 90 km, causant encore des dégâts et des blessures, notamment en brisant les vitres. En effet, l'éclair d'une explosion nucléaire se propage évidemment beaucoup plus vite que l'onde de pression, ce qui fait que de nombreuses personnes sont à leur fenêtre pour l'observer avant que le verre ne se brise sous le choc. Une Tsar Bomba de 57 mégatonnes est sans aucun doute l'arme la plus monstrueuse de la guerre froide et l'analyse du potentiel d'une bombe de 100 mégatonnes permet de se faire une idée qui est terrible d'ailleurs d'un conflit nucléaire à grande échelle embrasant l'Europe et le monde. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon Noël et je vous dis à l'année prochaine.